Bien souvent, nous empruntons des chemins dont nous n'en savons pas l'issue. Une fois ce chemin emprunté, nous nous rendons compte que c'était la mauvaise voie. Impossible de faire marche arrière. Pour vous aider à mieux comprendre et réussir votre carrière, nous en parlons ce soir avec Monsieur Issa Démé, l'homme fort du coaching. Il sera question donc du thème « Comment réussir sa carrière scolaire ou académique si vous voulez ». Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro. Très vite, je m'en vais vous présenter notre invité. Je disais tantôt que Monsieur Issa Démé est écrivain, coach et aussi associé gérant du cabinet Sabufa. Bienvenue à vous, coach. Merci. Comment vous allez? Très bien, et chez vous? Oui, ça va. Et le week-end? Oui, ça s'est très bien passé. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez important. Il s'agit de réussir sa carrière scolaire ou académique. Pour la première question, comment est-ce qu'on peut définir la réussite scolaire ou académique? Ok, donc il faut dire que la réussite scolaire et académique peut être définie de plusieurs manières, mais la définition standard, c'est quoi? On dit qu'une personne a réussi son année scolaire ou académique lorsque ce dernier a pu terminer l'année scolaire ou l'année académique avec succès en atteignant son objectif. Son objectif peut être de passer en classe supérieure, son objectif peut être également d'obtenir un diplôme, son objectif peut être d'obtenir un certificat, son objectif peut être aussi de pouvoir avoir une connaissance pointue dans un domaine précis. Donc une fois que la personne, à la fin de l'année, arrive à atteindre ces résultats-là, on dit que la personne a réussi son année scolaire ou académique. Facile comme ça. Très simple. Alors, bon, la deuxième question. Comment est-ce qu'on peut donc atteindre cet objectif? Ok, pour atteindre cet objectif dont on dit, cette réussite. voilà, pour atteindre la réussite scolaire ou encore l'objectif, bon, dans tous les cas c'est un objectif, c'est simple. Il y a 4 éléments au fait qui rentrent, qui accompagnent un élève ou un étudiant à pouvoir réussir sa carrière scolaire ou académique. Donc ces 4 notions, c'est quoi? Il y a d'abord l'élève lui-même ou l'étudiant lui-même. Il y a aussi l'environnement dans lequel l'étudiant évolue ou l'élève évolue. Il y a les parents et il y a enfin l'enseignant. L'élève, c'est quoi? Un élève qui ne sait pas qui il est difficile, qui réussit difficilement. Un élève qui ne se fixe pas des objectifs réussit difficilement. L'élève qui je suis, comme le disait Nelson Mandela, fait toute la différence. Chaque élève a un degré d'intelligence. Dans tous les cas, il y a 8 niveaux d'intelligence. Je ne pense pas qu'on pourra voir cela, sinon c'est assez long. Il y a 8 niveaux d'intelligence et les parents devraient aider les élèves à connaître leur niveau d'intelligence. Mais si l'élève n'arrive pas à connaître ça, ce n'est pas un problème. D'abord, l'élève doit pouvoir se connaître. À quel moment je peux bosser et retenir le mieux? Il y a des gens qui bossent et qui retiennent mieux dans la journée. Il y a des gens qui bossent et qui retiennent mieux dans la soirée. Il y a des gens qui bossent et qui retiennent mieux la nuit, tard dans la nuit. Donc déjà, l'élève ou l'étudiant doit pouvoir se connaître. À quel moment je peux mieux apprendre? Une fois que l'élève arrive à connaître à quel moment je peux mieux apprendre, l'élève peut alors se fixer des objectifs. Les objectifs en matière de bosse. Je peux bosser de telle à telle heure. Voici ce que je peux faire de telle à telle heure. Je veux obtenir mon diplôme, ma licence avec telle moyenne. Je veux obtenir mon BPC ou mon bac avec telle moyenne. Je veux réussir tel devoir avec telle moyenne. Également, l'élève doit apprendre à connaître également ses points forts dans certaines matières. Est-ce que je suis fort dans les matières scientifiques? Est-ce que je suis fort dans les matières littéraires? Est-ce que je suis fort dans les matières... Et là, l'élève va travailler plus sur les éléments dont il n'est pas fort. C'est carrément le contraire. Généralement, la plupart des gens mettent l'accent sur les éléments dont ils sont forts. Si vous êtes très bon en maths et que vous passez tout le temps à travailler en maths, vous allez voir que pour pouvoir réussir, ça sera difficile parce que vous allez toujours travailler en maths et prendre cette note de maths là, vous venez combler au fait des vides. Alors que si vous êtes bon en maths, vous devrez développer des mécanismes pour pouvoir mieux comprendre et aller vite. On dit lorsque vous prenez le travail que vous savez faire le mieux, si vous prenez beaucoup de temps pour ce travail-là, vous faites du gaspillage.
dans la gestion du temps, on dit toujours aux travailleurs, lorsque vous savez faire une tâche le mieux, si vous prenez beaucoup de temps pour cette tâche-là, vous faites du gaspillage. Donc l'élève qui est fort en maths et qui passe énormément de temps encore en maths fait du gaspillage. Donc cet élève devrait aller très vite et prendre le reste de son temps là pour pouvoir convertir au fait dans les matières littéraires et essayer de développer une forte capacité dans les matières littéraires. Comme le Darren a dit, il dit chacun est fort. Si vous saviez que vous n'arrivez pas à écrire avec la main droite et qu'il faut forcément écrire avec la main droite, il faut tout simplement attacher votre main gauche et écrire tous les jours avec la main droite. Donc si vous savez que vous n'êtes pas fort dans les matières scientifiques ou dans les matières littéraires, il suffit de mettre l'accent sur là où vous n'êtes pas fort pour pouvoir avoir de l'équilibre. Sans vous couper, généralement on remarque à l'examen, il y a certains élèves qui disent « Ah bon, je suis fort dans telle matière » et en fin de compte, on voit que dans les relevés de notes, c'est là où même il n'était pas fort, c'est là-bas qu'il a plus maximisé les points. Et là où il était fort, il a flanché là-bas. Qu'est-ce qui explique cela? Justement, c'est le pacte généralement qui vient montrer aux gens. Oui. Alors, en fait, on dit dans le langage courant que ceux qui font les matières scientifiques là, on dit les matières scientifiques ne vous permettent pas d'avoir le bac. Si vous êtes en D ou en C, les matières littéraires vous font avoir le bac et les matières scientifiques vous font avoir la mention. Si vous êtes dans une série littéraire, les matières littéraires vous font, c'est les matières scientifiques qui vous font avoir le bac et les matières littéraires vous font avoir la mention. Donc ce qui fait que la plupart des gens qui sont en DC et qui comptent sur maths PC, quand ils vont à l'examen, échouent. S'ils n'échouent pas, ils vont avoir le bac avec une mention mineure, quand on dit la mention pitié. Pourquoi? Parce que ces derniers-là sont allés en oubliant que si vous gagnez une bonne note en maths et en PC, ce n'est plus encore le diplôme que vous devez avoir, mais c'est la mention que vous devez chercher. Donc on va chercher un bac scientifique avec des matières littéraires et on va chercher un bac littéraire avec des matières scientifiques pour que les matières scientifiques là, ou les matières littéraires viennent nous permettre d'avoir maintenant la mention. Donc ce qui fait que en général, les élèves vont venir pleurer après alors que c'est maths qui fait ma moyenne. Non! Maths n'est pas ami de quelqu'un. PC n'est pas ami de quelqu'un. De la même manière que philo et français. Donc, une fois que vous partez, comme on sait que ici, vous êtes un scientifique, on va durcir la correction au niveau scientifique et alléger la correction au niveau littéraire. Donc, les scientifiques qui arrivent à faire moins, et qui arrivent à faire plus d'efforts en littérature, gagnent facilement de très bonnes notes en littérature, ce qui leur permet d'avoir très facilement le bac. Donc, quand ils gagnent de très bonnes notes là, ça leur permet en même temps de pouvoir aller à un niveau assez supérieur. Deuxième élément, pour aller un peu vite, c'est les parents. Je vais parler de l'environnement également. Lorsque vous voulez réussir et que vous n'avez pas un bon environnement, c'est un problème. L'élève qui veut réussir doit travailler avec des gens qui sont plus forts que lui. D'avoir comme compagnon des gens qui sont meilleurs que lui dans des matières que lui aussi il excelle, afin d'apprendre. Mais généralement, les gens appliquent cette loi, ou je dirais que ce principe-là, de la mauvaise manière. Ils vont aller passer leur temps uniquement avec ceux qui sont forts avec eux et fuir ceux qui sont faibles avec eux. Non, vous devez vous occuper des deux catégories de personnes. Allez travailler avec ceux qui sont forts avec vous pour élever votre niveau, mais pour pouvoir confirmer ce niveau-là, pour pouvoir garder ce niveau, il faut que vous partez aider ceux qui sont faibles. Parce qu'on dit que la connaissance est la seule chose qui s'augmente lorsqu'on la partage. Donc une fois que vous avez acquis d'un côté et que vous la partagez, ça ne fait que augmenter. Mais en général, l'élève passe son temps à court. Soit il est avec les faibles et lui-même devient faible, soit il est avec des forts et il a des difficultés pour être comme des forts. Parce que les forts sont en train de toi d'utiliser faibles pour pouvoir augmenter leur connaissance. Donc le fait, c'est vrai que tu vas bénéficier d'une connaissance, mais en même temps que tu bénéficies, tu favorises au fait les forts. Donc pour que toi aussi tu dois favoriser, tu dois chercher des faibles pour pouvoir les accompagner. Mais le choix aussi des amis est très important. Si vous partez votre temps à suivre des amis qui sont appelés à échouer, vous allez échouer. Donc il faut suivre des gens qui veulent réussir, il faut suivre aussi des gens qui veulent apprendre. On va aller au niveau des parents. Au niveau des parents, on dit quoi? À l'école on éduque, et à l'école on instruit, et à la maison on éduque. Donc lorsqu'il n'y a pas une liaison, ce qui fait aujourd'hui qu'on a des difficultés, l'école devient un échec,
parce que les parents ont abandonné leur rôle d'éducateur et prendre ce rôle d'éducateur et le donner à l'instituteur pour que l'instituteur devienne à la fois un éducateur et un instituteur. Non, les parents doivent jouer un rôle. Donc pour pouvoir réussir ce rôle-là, je vais juste donner deux éléments, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a la parole que les parents doivent avoir. Et cultiver de bonnes paroles vers vos enfants. Amenez les enfants à croire que vous croyez en eux à travers la parole. Dites à vos enfants que vous les voyez comme une réussite. Dites à vos enfants qu'ils sont intelligents. Il y a des gens qui vont dire, mais toi-même tu pries. Nous-mêmes à ton âge, nous, on n'avait pas à avoir cette moyenne. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à l'école. Et pour eux, c'est une loi générale. Eux aussi, c'est comme si c'était quelque chose d'héréditaire. Alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, il faut dire très bonnes paroles. Et on dit, il y a une femme qui disait tout le temps à son enfant, continue comme tu seras un délinquant. Et l'enfant est devenu un délinquant. Donc, à force de dire cela, il a eu encore le petit frère de l'enfant. Et continue de dire au petit frère, continue comme tu seras un délinquant. Et un jour, le petit frère aussi a commencé à emprunter la même voie que le grand frère. Il y a un sage qui était à côté. Et le sage s'est approché et a dit à la maman, vous saviez, si le premier est un délinquant et que le deuxième est en train de devenir un délinquant, c'est à cause de vos paroles. Donc, utilisez des paroles de réussite. Dites à votre enfant là, pour le deuxième là, toi tu seras un député, tu seras un ministre, tu seras un directeur et vous allez voir le changement. Et effectivement, elle a accepté cela. Elle a commencé à dire des paroles de réussite vers le deuxième. Lui, au lieu de devenir délinquant, il n'a pas été ministre, c'est vrai, mais il est devenu un haut cadre du pays. Donc, l'autre élément aussi, c'est responsabiliser les enfants. La plupart des parents prennent des enfants comme des enfants. Alors que, comme le dit Jim Rohn, il dit, nous devenons adultes lorsque nous commençons à prendre l'entière responsabilité de notre vie. Donc, il y a des enfants qui sont mieux que certains adultes. Pourquoi? Parce que ces adultes-là n'ont pas commencé à prendre la responsabilité de leur vie. Donc, lorsque vous rendez l'enfant responsable entièrement de son succès, l'enfant responsable entièrement de son échec, l'enfant entièrement responsable du phénomène scolaire, vous allez voir que cet enfant va fournir des efforts assez considérables pour pouvoir réussir. Enfin, par rapport aux parents, il y a également, je dirais quoi, on a parlé de la responsabilité des enfants, on a parlé également de la parole. Voilà. Donc, on va passer notamment aux parents, à l'enseignant. Donc, l'enseignant, c'est quoi? Rosenthal a démontré, il dit le regard qu'un enseignant porte sur un enfant détermine son degré de réussite ou d'échec. Et il a été démontré que 67% des enseignants enseignent de la manière dont eux-mêmes ils ont été enseignés. Donc, la chance de rencontrer de bons enseignants dans votre carrière scolaire détermine aussi votre degré de réussite. Des enseignants qui enseignent par amour, des enseignants qui donnent envie de suivre des cours, des enseignants qui vous donnent des conseils, des enseignants qui vous racontent des histoires, des enseignants qui vous racontent leur vie, des enseignants qui vous racontent leur parcours, contribuent également à permettre aux élèves de réussir. De nombreuses personnes ont abandonné l'école en classe de 4e ou en classe de 5e. De nombreux enfants sont nuls en anglais parce que tout simplement ils ont rencontré un enseignant qui ne leur donne pas l'amour d'apprendre l'anglais. J'ai rencontré un monsieur qui est aujourd'hui sociologue, un très grand formateur, et quand il racontait son histoire, c'était triste. Et lui, il est allé en A parce qu'il a rencontré un enseignant qui lui-même avait des difficultés d'expliquer les maths. Donc du coup, ils gagnaient tous des mauvaises notes en maths et ils pensaient qu'ils étaient nuls en maths. Jusqu'à ce que, comme vous n'avez pas à avoir de bonnes notes en maths, ils allaient faire quoi en série? Ils sont allés en série, ils sont devenus de maths. Et après, il s'est rendu compte quand il a dit c'est pas qu'il est nul en maths, mais c'est parce qu'on ne l'expliquait pas bien les mathématiques. Donc c'est pour dire aux enseignants, non seulement de s'actualiser, non seulement d'enseigner par amour, mais au-delà de ça, de regarder chaque enfant comme une réussite. Je n'aurai pas le temps d'expliquer l'expérience de Rosenthal. Et dans une autre émission, on pourra prendre pour parler uniquement de l'expérience de Rosenthal. Voilà. Donc voici les 4 éléments qu'on doit prendre en compte pour pouvoir permettre à un élève d'atteindre ses résultats en fin d'année. Ok, merci beaucoup pour ces détails. Alors, peut-être qu'on va aller très rapidement pour la dernière question. Est-ce qu'il y a un secret que vous allez en fait donner à l'endroit de ces élèves étudiants qui vous écoutent pour développer leur intelligence? Est-ce qu'il y a un secret? Il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de secrets. Vous savez, on dit ce n'est pas pour rien. Là, le monde même est basé sur les secrets. Et pour pouvoir atteindre la réussite, il faut forcément les secrets. Donc,
Très rapidement, je vais donner 4 secrets. Le premier secret, c'est la règle des 50-50. La règle des 50-50, c'est d'utiliser, pour développer son intelligence et pouvoir avoir très bonnes notes, il faut appliquer d'abord la règle des 50-50. La règle des 50-50, c'est quoi? C'est de prendre 50% de son temps pour apprendre et 50% de votre temps pour partager. Voilà. Mais il y a des gens, les élèves qui aiment cacher leur main comme ça, pourquoi on ne dégage pas leur copie? Quand ils arrivent à trouver une solution à un problème, à un exercice, ils ne veulent pas partager, les élèves sont appelés à échouer à la longue. Voilà, 50% de son temps pour apprendre, 50% de son temps pour partager. Ensuite, il y a la deuxième règle, porte essentiellement sur la règle des 1 tiers. La règle des 3 tiers. Dans tous les cas, ça dit quoi? C'est de répéter 3 fois ce qu'on a appris. Lorsque un enseignant finit une leçon, je lis la leçon pour une première fois, la leçon une deuxième fois, et j'attends une semaine, je lis la même leçon une troisième fois. Donc lorsqu'on enchaîne 3 fois en lisant un même contenu, ça finit par rester dans le cerveau. Donc, au lieu de bosser le cours par corps, non, vous lisez une première fois, vous lisez une deuxième fois et vous lisez une troisième fois, ça permet de rester. Le troisième secret, c'est l'association, notamment des lieux. Lorsque vous voulez bosser, il faudra, c'est pas pour rien qu'il y a certaines personnes qui partent bosser sous les arbres. Les gens qui se promènent pour bosser. Lorsque vous voulez bosser, essayez d'identifier un certain nombre d'éléments et identifier les parties que vous bossez à ces éléments. Je suis en train de bosser, j'ai eu un nom. Moi, j'ai retenu un nom depuis ma classe de CE1 en associant ce nom-là à un chanteur. C'était un révolutionnaire du nom du capitaine Maya. Le nom était tellement difficile pour moi de retenir. Mais en son temps, il y avait une chanson ivoirienne qui parlait de Moyo Maya, Maya Moyo. Donc, immédiatement, en fait, j'écoute jamais la chanson. À chaque fois, Moyo Maya, Maya Moyo. Donc, je me dis, mais attention, il y a un nom à l'intérieur qui est le capitaine Maya. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié en même temps le capitaine Maya à Maya Moyo, Moyo Maya. Donc, jusqu'à aujourd'hui, dès lors que je vais me rappeler du nom du capitaine Maya, je me rappelle tout simplement de la chanson Moyo Maya et immédiatement le nom du capitaine Méréchi. C'est de la même manière quand on parle de certains symboles. Voilà. Donc, on essaie de voir, on identifie un lieu, un endroit, un arbre, à ce qu'on est en train de lire et de bosser. De telle sorte que lorsque on est en train à un devoir, on veut faire appel à une notion, immédiatement si la notion ne vient pas, on fait le lien. On pense immédiatement au lieu. Et si on pense au lieu, le fait qu'on était en train de réfléchir au lieu en bossant, l'image, en fait, la chose revient en même temps avec l'image du lieu que nous avons appris. Donc la dernière chose, c'est la visualisation. Il faut vous asseoir et voir que vous voulez réussir. Il faut vous asseoir et réfléchir profondément, lourdement à votre réussite. Asseyez-vous et réfléchissez que vous êtes le meilleur, que vous êtes premier. Asseyez-vous et réfléchissez votre ancien, votre directeur en train de vous remettre votre certificat. Essayez en train de réfléchir, en train de vous voir le jour de l'examen, allez récupérer votre certificat. Asseyez-vous et voyez-vous en train d'aller lire votre nom sur le panneau d'affichage. Ou encore, lorsqu'on dit candidat approché, vous êtes en train de sauter parce que vous avez votre diplôme. Ça, c'est de la visualisation. Le fait, comme on le dit dans le développement personnel, on dit, ayant vu la fin, vous allez réunir les moyens pour atteindre cette fin. Donc, l'élève qui arrive à voir la fin dans sa tête, ce n'est pas à lui encore de définir comment je dois faire pour bosser, comment je dois faire pour apprendre telle leçon, comment je dois faire pour retenir. Le fait que vous allez accepter que vous allez avoir le diplôme avec la mention, que vous allez être en avion pour aller en France, pour aller bosser ou ailleurs pour aller bosser, la nature va réunir les conditions pour vous pousser à ça. Donc, la visualisation aussi permet de pouvoir développer son intelligence, de pouvoir atteindre de très bons résultats et de pouvoir réussir facilement à l'école. Donc, voici les 4 secrets dont je pourrais donner pour permettre à tout un chacun de pouvoir réussir. Nous sommes à la rentrée scolaire. Tout ce que je souhaite, c'est bonne année scolaire et académique à tous ceux qui nous suivent. Et nous espérons qu'ils ont bien pris note. Merci. Alors, amis fidèles téléspectateurs, c'est tout pour ce nouveau numéro. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous suivre et que vous aviez pris note des 4 secrets qui viennent d'être énumérés. Moi, je vous dis bye bye et à bientôt pour un autre nouveau numéro.